Bienvenue dans cette vidéo sur les fondements de l'apprentissage statistique. Alors dans cette vidéo, on va vraiment introduire tous les concepts d'apprentissage statistique qui vont ensuite nous permettre de définir et d'apprendre ensemble plusieurs modèles. Alors pour commencer, on va regarder c'est quoi l'apprentissage statistique. Donc on a un exemple ici. Vous avez trois graphiques ici. En haut, on parle de vente ici sur l'axe des ordonnées. Puis sur l'axe des abscisses ici, c'est les dépenses liées à des publicités. Donc, par exemple, ça peut être des publicités de télévision, de radio ou de journaux. Puis, dans le fond, ici, ce que nous, on aimerait faire, c'est est-ce qu'on est capable de prédire les ventes d'une entreprise en utilisant seulement ces trois éléments. Donc, c'est-à-dire si je connaissais le nombre l'argent dépensé en publicité via la télé, via la radio et via les journaux, est-ce que ça serait suffisant pour prédire les ventes que ferait une entreprise? Puis dans le fond, on se dit, est-ce qu'on serait quand même capable de faire un modèle, ce qu'on appelle multivarié? Ici, vous voyez, chacun des graphiques, on le regarde de façon univariée. Les ventes en fonction de TV, on voit que j'ai un fort lien linéaire, on voit que j'ai une corrélation ici positive. Donc, je pourrais être capable de prédire, en fonction de mes dépenses au niveau de la télé, de prédire mes ventes. Je pourrais faire la même chose avec radio, puis journaux. Mais dans le fond, la question que je me dis, c'est est-ce que je pourrais avoir un modèle ici multivarié, donc c'est-à-dire utiliser et la TV, et radio, et newspaper pour prédire mes ventes. Alors, on va voir un petit peu de notation justement. Ici, les ventes, c'est ce qu'on appelle une variable réponse. Très important, c'est la variable qu'on va chercher à prédire. Souvent, on va la noter Y, la variable réponse. La télévision, on va appeler ça une variable explicative, ou entrée, ou feature, ou prédicteur. Ça dépend un peu du vocabulaire utilisé. Et on va la noter X1. Donc très souvent, les variables explicatives, on va les noter X et on va les indicer par leur numéro de variable. Donc ici, radio, ça va être X2 et ainsi de suite. Puis ce qu'on peut faire, dans le fond, on peut noter X comme le vecteur ici de toutes les variables explicatives. Donc X va être toujours l'ensemble des variables explicatives et mon Y, lui, est ma variable réponse. Fait que Y, variable réponse, X, l'ensemble de mes variables explicatives. Puis dans le fond, ce qu'on cherche à faire, nous autres, c'est d'être capable de créer un modèle, en fait, où je serai capable d'exprimer mon Y en fonction de mon X. Donc ici, on retrouve Y qui était à prédire. Je veux le définir en fonction de X plus une certaine erreur. Epsilon, ici, ça veut définir une certaine erreur de mesure ou écart. Fait que tout mon objectif est là, prédire mon Y en fonction de mon X. Mais donc, comme vous l'aurez vu ici, j'ai une certaine fonction F. Et tout le but de l'apprentissage statistique, ça va être ça. Ça va être de trouver le meilleur F pour prédire Y en fonction de X. Alors, à quoi ça sert justement ce F de X? Plusieurs choses. Si jamais on avait un bon F, donc vraiment quelque chose qui marche bien, en fait, on pourrait faire des prédictions de Y avec de nouveaux points. Donc, si j'ai des nouveaux X, je serai capable de prédire maintenant mon Y. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la prédiction. Et ça, c'est un des objectifs de l'apprentissage statistique, c'est de faire de la prédiction. Aussi, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait essayer de comprendre, mais c'est lesquelles des composantes de mon grand X, donc lesquelles de mes variables qui sont importantes, finalement, pour expliquer mon Y, et lesquelles ne le sont pas. Fait que des fois, ça se peut que dans nos variables, vous allez voir, il y en a certaines qui vont avoir une influence pour expliquer mon Y, mais d'autres non. Fait qu'on va appeler ça de l'inférence. L'inférence est vraiment explicative. Je veux comprendre comment sont générées mes données, comment je peux expliquer mon Y en fonction de mes X, laquelle variable qui est la plus importante. On n'est pas dans un terme de prédiction. Et en fonction de la complexité de F, donc si jamais F est plus ou moins complexe, on verra qu'on peut même vraiment comprendre exactement comment XJ va affecter Y. On va voir par exemple dans le module sur la régression qu'on est capable de quantifier parfaitement l'impact de XJ sur ma variable réponse Y. Alors, à quoi ça va servir encore une fois F de X? Puis surtout, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment un F de X idéal? Alors, bien évidemment que non, vous allez voir, mais on va être capable au moins de s'en approcher. Puis en particulier, on peut se poser la question, c'est est-ce qu'au moins il y aurait une certaine valeur de X qui pourrait être bonne? Regardez par exemple ici, j'ai des points, vous voyez tous mes points gris ici, j'ai des points ici. Mettons si je m'intéresse moi à X est égal à 4 ici. Donc dans le fond, à X est égal à 4, je pourrais me poser la question, combien vaudrait mon Y? Il faut rappeler, le but c'est d'aller voir mon Y vaut combien pour X est égal à 4 ici. Mais dans le fond, une façon simple de faire une bonne valeur, ça pourrait être de dire, vu que j'ai plusieurs points, vous voyez ici j'ai plusieurs points en 4, je pourrais aller chercher tout simplement la moyenne.
Puis je pourrais dire f de 4, ça va être ma moyenne de mon y, sachant que x est égal à 4. Donc ça, c'est que vraiment, je vais aller chercher autour de ça et je vais aller faire la moyenne. Donc ça va être mon espérance dans le fond de y. Donc combien je m'attends à avoir de y en moyenne pour x est égal à 4. Donc cette fonction-là, qu'on va noter en général, donc f de x comme l'espérance de y, donc la moyenne de y sachant que x est égal à x, on appelle ça la fonction de régression. Donc la fonction de régression, c'est vraiment cette fonction-là qui va permettre de estimer f. Vous voyez ici f, je vais pouvoir l'estimer avec ça. Alors justement, on va voir quelques trucs sur cette fonction de régression-là. Tout d'abord, bien évidemment, on peut la définir selon plusieurs x. Tantôt, on avait un exemple à une dimension, mais je pourrais avoir ici avec 3 variables. Dans le fond, c'est la même chose, c'est l'espérance de y, ma moyenne de y, sachant que ma première variable x1 est égale à x1, ma deuxième variable x2 est égale à un petit x2, etc., etc. En fait, on peut même démontrer théoriquement que ce prédicteur idéal ou optimal de y, ben, ce n'est pas rien. Si je reprends ici ma forme, donc f de x, qui est l'espérance conditionnelle de y, en fait, c'est la fonction, en tant que fonction, qui va minimiser cet élément-là. Regardez cet élément-là. Ça, regardez, c'est l'espérance de la différence entre ma variable y et toutes les fonctions g au carré. Donc, si ce truc-là, donc cette espérance ici, si ce truc-là qui mesure dans le fond la différence entre y et une certaine fonction g, je vous rappelle, le but de nous, c'est de trouver la meilleure fonction qui va approcher y. Vous vous souvenez, dans le fond, moi, mon modèle, c'est que je veux un f de x, c'est ce que f de x est à peu près égal à y. Et dans le fond, quand je fais l'un moins l'autre, ben, ce que je veux que ce soit le plus petit possible, bien évidemment. Là, je mesure l'erreur que je commets. Je veux que ça, ce soit le plus petit possible. Mais dans le fond, si je calcule cette espérance pour toutes les fonctions g, il y en a une infinité, bien évidemment, de fonctions. Si je le calculais pour toutes les fonctions g, ce qu'on serait capable de démontrer, c'est que la fonction g, qui est le minimal, donc celle qu'on veut, nous on veut ça le plus petit possible, mais c'est exactement ma fonction de régression ici, qui est l'espérance conditionnelle. Ensuite, ce qu'on appelle epsilon, donc vous vous rappelez, epsilon c'est mon y moins mon f de x, donc dans le fond les erreurs que je commets. Ça, on va dire que c'est irréductible. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne pourrais pas réduire. C'est une fois que j'ai mon f, j'ai trouvé ma fonction f, je suis capable d'approximer mes y, mais il me reste une partie d'erreur qui va être irréductible et que je ne pourrais pas rien faire avec. Ce qu'on va pouvoir faire aussi des fois, si vous allez voir, c'est qu'on va même pouvoir déterminer une certaine distribution de ça. Et quelque chose d'important ici, c'est que pour toute estimation, donc regardez, estimation, on va la noter f chapeau. Donc f chapeau ici, f chapeau. Donc un f avec un chapeau ici. Ça, c'est la fonction estimée de f. Donc la fonction f chapeau, c'est donc une estimation. C'est une fonction qu'on va avoir calculée basée sur les données. Elle, on est capable de la diviser en deux morceaux. Si je calcule ici mon erreur quadratique, ici, vous vous rappelez, ça c'est l'erreur quadratique. Si je calcule ici mon erreur, donc entre y et ma fonction f chapeau, en fait, je suis capable de démontrer que c'est une partie réductible, ici qu'on va appeler le biais. Ça, c'est comme mon biais au carré. C'est une partie réductible, plus une partie irréductible, variance d'epsilon, ici qui est irréductible. Donc, dans le fond, ce qu'on voit ici, avec cet exemple-là, c'est que trouver un f chapeau qui va approximer au mieux y, ben en fait, il va y avoir une portion réductible qu'on va pouvoir minimiser au maximum, puis il y a une portion irréductible, malheureusement, qu'on ne pourra pas rien faire avec. Alors, comment estimer f, justement? Comment trouver un f chapeau? Depuis tantôt, on parle vraiment théorique. On va voir vraiment en détail comment trouver un f chapeau. Fait qu'en règle générale, dans le fond, on a peu ou pas de points avec x est égal à 4. Vous vous rappelez sur mon graphique de tout à l'heure, je reviens. Ici, je dis, bon, ben, je vais aller calculer la moyenne ici à x est égal à 4, mais dans les faits, ça se peut que j'ai même aucun point qui est exactement égal à 4. Je pourrais avoir des 3,99, 4,01, mais ça se peut que j'ai exactement rien qui vaut x est égal à 4. Donc, ce que je peux faire, en fait, comme je peux pas, c'est pas possible de le calculer vraiment, cette espérance, on peut aller assouplir, en fait, la définition, puis dire que, ben, moi, f chapeau de x, regardez, c'est ça qui est ici intéressant. Mon f chapeau de x, ça va être, en fait, ma moyenne de toutes mes y dans un certain voisinage. Donc, n de x ici, ça correspond à un certain voisinage de x. Regardez sur mon graphique, je reprends x est égal à 4.
ben, en fait, je suis allé regarder dans un voisinage autour. Vous voyez mes deux, quand je vais à droite et à gauche, c'est qu'ici, je suis vraiment cherché sur un voisinage. Donc, dans ce voisinage-là, là, je vais aller chercher tous mes points qui m'intéressent. Donc, par exemple, je vais chercher ce point-là ici, ce point-là ici, ce point-là ici, etc., etc. Donc, tous ces points, je vais les chercher, puis je vais en faire une moyenne. Puis cette moyenne-là, ça va être ça mon F chapeau de 4. Donc, en faisant la moyenne ici, donc, en faisant la moyenne, ce que j'obtiens, c'est F chapeau de 4, qui est exactement la moyenne de tous les points gris ici. Donc, tous les points ici gris qu'il y a dans la zone. Je prends tous ces points gris là dans la zone. Et tout simplement, je vais en faire la moyenne. Et ça va me donner mon F chapeau de 4. Donc ça, c'est comme une des façons de faire pour estimer F. Alors, la moyenne du voisin le plus proche, ça peut être bien pour des petits P. La fois, ce qu'on montre ici, là, donc c'est-à-dire d'aller chercher les voisins les plus proches, ça peut être bon quand P est plus petit ou égal à 4. Donc ce que je veux dire par P, ça c'est le nombre de variables. P ici, ça c'est mon nombre de variables. Donc comme dans mon nombre de variables est plus petit ou égal à 4, ça peut bien marcher, surtout quand ma taille est grande. Par contre, on va avoir des versions beaucoup plus fluides, telles que les méthodes de lissage par noyau, les méthodes de spline. Vous allez voir plus tard dans le cours, on va regarder ça. Cette méthode des plus proches voisins, elle est bien, on va chercher dans un voisinage, mais par contre, quand P est grand, ça marche pas bien. Puis ça, je vous ramène en fait à la malédiction de la dimensionnalité qu'on a vu dans une des vidéos sur cette chaîne. Dans le fond, dans cette vidéo-là, ce qu'on dit, c'est que les voisins les plus proches, ils vont avoir de plus en plus tendance à être éloignés en grande dimension. Donc, dans le fond, dans mon voisinage, plus mon nombre de variables augmente, moins je vais en avoir de voisins. Fait, ça se peut que je n'ai même pas du tout de voisins. Et que voilà pour ça. Alors, maintenant, on va parler de modèles structurés et paramétriques. Fait qu'on va voir vraiment comment on pourrait définir un F qui fonctionnerait bien. Là, on a vu un F chapeau où on pourrait l'avoir par voisinage, par moyenne sur un voisinage. On va voir d'autres façons. Alors, le modèle le plus simple qu'on pourrait faire pour trouver F, c'est ce qu'on appelle un modèle linéaire. Et un modèle linéaire, donc lui, ça c'est vraiment le modèle le plus simple, c'est un modèle dit paramétrique. Donc paramétrique, ça c'est quand c'est relié à des paramètres. Fait paramétrique, ça c'est quand ma fonction F dépend de paramètres. Donc dans le fond, ici, trouver F revient à trouver les paramètres. Donc, dans une approche paramétrique, on change vraiment le problème, c'est qu'on ne veut plus trouver une fonction f, on veut plus trop trouver des paramètres dans une fonction. Le modèle linéaire, le voici, le voilà. Donc, c'est lui ici. C'est quand ma fonction f, je peux l'écrire comme ça. Donc, ma fonction qui dépend de x, je peux l'écrire comme un certain paramètre bêta 0, plus bêta 1 fois x1, ma variable x1, plus bêta 2 fois x2, plus etc., plus bêta p fois xp. Donc, c'est ça, un modèle linéaire paramétrique. Dans le fond, ici, trouver f, trouver la fonction f ici, c'est la même chose que trouver les p plus un paramètre. J'ai donc p plus un paramètre ici à trouver, ça revient exactement à ça. Donc, dans le fond, ce qu'on veut ici, c'est estimer les paramètres et plus estimer la fonction. Parce que la fonction, on a sa forme, ce qu'il nous faut, c'est simplement trouver les paramètres. Si je reviens à un modèle standard, là, vraiment à une dimension, dans le fond, ça reviendrait à dire, je veux que mon y, ce soit a plus bx plus une certaine erreur. Fait que ça, à une dimension, dans le fond, si j'ai une seule variable ici qui est x, donc ce qu'il nous faut chercher ici, c'est deux paramètres a et b. Donc il y en a un, c'est l'ordonnée à l'origine, et l'autre, c'est la pente, c'est une simple droite, dans le fond, à une dimension. Un modèle linéaire, bien évidemment, c'est pas tout le temps super. Il y a des modèles, des fois, c'est pas suffisant pour estimer une fonction qui fit au mieux nos données. Par contre, ça reste quand même un modèle très interprétable et qui fait très bien le travail, surtout au début. Alors, regardez justement ici, je reprends mon exemple avec x est égal à 4.
Fait que si j'estime un modèle linéaire, donc c'est-à-dire avec cette fonction-là ici, avec seulement deux paramètres, hein, dans le fond, ça me donne ma ligne en bleu ici. Donc ma ligne en bleu ici, ça c'est f chapeau de L. Donc c'est ma fonction linéaire. Et ici, on a estimé des paramètres, fait que bêta 0 chapeau, bêta 1 chapeau. Vous voyez, ça donne quand même un ajustement raisonnable. Quand on dit ajustement raisonnable, on voit que ma ligne bleue, elle passe quand même au travers de tous les points. Par contre, on voit ici, regardez, un modèle quadratique. Fait quadratique, c'est que j'ai encore mon bêta 0, une ordonnée à l'origine, plus bêta 1 fois x, plus bêta 2 fois x au carré. Donc, je prends aussi un x au carré. Puis ça, vous voyez, regardez, ça donne un meilleur ajustement ici. On voit que ma courbe rouge ici, donc ma courbe en rouge, ça c'est f chapeau de q. On voit que ma courbe rouge passe quand même mieux au travers des points. Attention, petite subtilité ici, f de q, ça reste un modèle linéaire. On appelle ça quadratique parce que j'ai du x au carré, mais c'est quand même linéaire. Quand on dit linéaire, c'est linéaire par rapport aux paramètres. Ce n'est pas linéaire par rapport aux variables. Alors, voici un autre exemple ici simulé. Donc, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que la courbe en bleu, ici que vous voyez, ça, c'est la vraie fonction f. Donc, la courbe en bleu que vous voyez ici, ça, c'est en 3D, ça, c'est la vraie, on va dire, fonction f. OK? Celle qu'on ne connaît pas, mais là, on la simule. Donc, c'est la vraie fonction f. Puis, ce que je fais, je viens ajouter une erreur après, plus un epsilon, pour faire mes points en rouge. Fait que mes points en rouge, c'est mes vraies données. Ma courbe en bleu, pardon, c'est ma vraie fonction f que je ne connais pas. Et la fois ici, ce que j'ai comme variable, c'est mon revenu, le nombre d'années d'éducation, puis l'ancienneté. Donc, la fois, on veut voir comment je peux prédire le revenu par les années d'éducation et l'ancienneté. Voici un modèle ici de régression linéaire ajusté sur les données. Donc, toutes mes données en rouge, j'ai ajusté un modèle de régression linéaire. Mais en 2D, sans grande surprise, en 2D, quand je regarde ici, dans le fond, c'est vraiment de la forme un nombre plus un autre nombre fois la variable, plus un autre nombre fois une deuxième variable. Ça, c'est un plan. C'est exactement le plan que je trouve ici. Et ici, ça, c'est mon plan f chapeau de L. Donc, c'est vraiment un plan en deux dimensions comme vous avez l'habitude. On voit que c'est bien, mais il y a quand même des points isolés. Regardez ici, ce point-là, là, il est quand même très loin. Celui-là aussi. On voit quand même qu'il y a des points qui sont loin du plan. Encore ici, on voit qu'il y a des points qui sont loin. Un autre modèle ici, avec un modèle de régression qu'on va dire plus flexible. Vous allez voir, on verra ce modèle-là un petit peu plus loin. C'est à la fois un modèle où on est capable vraiment de smoother, de lisser sur les données. On va l'appeler f de s ici. Fait que f de s chapeau, fait que s pour spline. On en reparlera bien évidemment. Fait que là, on est capable vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus lissé. Vous voyez ici, c'est tout droit, c'est un plan. Ici, c'est quelque chose de beaucoup plus lissé. On appelle ça la technique de la spline à plaque mince. Donc, vous allez voir, on y reviendra. Mais on voit qu'on est capable d'avoir un meilleur ajustement sur les données. Et un autre enfin, encore, ça c'est encore une fois, c'est une spline ici, fait que c'est un f de s chapeau. Mais ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé vraiment pousser la spline à fitter le mieux avec toutes les données. Fait vraiment ajuster toutes les données. Ce qu'on se rend compte, regardez, c'est que chaque donnée est parfaitement dans la courbe. Vous voyez, chacune des données est sur la courbe. Ça, c'est bien, mais malheureusement, on n'aime pas ça parce qu'on appelle ça du surapprentissage. Du surapprentissage, c'est quand toutes mes données passe par F. C'est que dans la fois, j'ai aucune erreur quasiment. C'est que ça correspondrait à aucune erreur epsilon. Puis ça, on n'aime pas ça, on appelle ça du surapprentissage. Alors, on va voir justement un espèce de compromis. Vous allez voir entre le bon apprentissage, le sous-apprentissage, l'apprentissage correct, puis le surapprentissage. Dans le fond, des fois, on va vouloir vraiment avoir les prédictions le plus précis possible versus des fois l'interprétabilité. Alors, les modèles linéaires, aux autres, ils sont très faciles à interpréter. Par contre, les splines à plaque mince, celles qu'on a vues, la courbe, elles ne le sont pas. Donc, très facile à interpréter linéaire, mais en même temps pas très bon pour la prédiction. Les splines, eux, très très bons pour la prédiction, par contre pas très bons pour l'interprétabilité. Fait que d'abord, on va devoir se poser la question, comment on fait pour savoir si on a un bon ajustement? Est-ce qu'on a un bon ajustement? Est-ce qu'on a un overfitting ou un underfitting? C'est vraiment un sous-ajustement, un surajustement. Puis, dans le fond, toute la question, c'est de la parcimonie versus une boîte noire. Des fois, on va préférer un modèle beaucoup plus simple,
mais qu'on soit capable de comprendre et d'expliquer, que non pas un gros modèle de boîte noire qui prend en compte toutes les variables et qu'on ne soit même pas capable de l'expliquer. Alors, comment on va évaluer justement? Parce que là, on parle d'estimation, mais on veut savoir comment on va évaluer l'erreur qu'on commet. Alors, supposons qu'on établit un modèle, donc f chapeau de x. Donc, je vous rappelle, dès qu'on ajuste, dans le fond, un modèle sur des données, on met un chapeau pour dire qu'on a trouvé la fonction. Ça, on va le faire sur une certaine donnée d'entraînement. Fait que TR, ça va être des données d'entraînement. Ici, on va y aller très simple avec deux variables, x et y. Y, c'est ma variable réponse, comme d'habitude, puis x, c'est mes variables explicatives. Puis, dans le fond, on va voir les performances de ce modèle-là, f chapeau. Fait, dans le fond, ce qu'on peut faire pour voir la performance, donc c'est-à-dire à quel point, dans le fond, vous vous rappelez, c'est que yi, c'est un f chapeau de xi plus une certaine erreur. Donc, dans le fond, ce qu'on veut, c'est savoir, ben, mes erreurs, elles sont-tu grandes? C'est ça que je veux savoir. À quel point elles sont grandes, mes erreurs. Fait que ce qu'on peut faire, on peut calculer ce qu'on appelle l'erreur quadratique moyenne. Donc, l'erreur quadratique moyenne sur les données d'entraînement, ça va être, dans le fond, regardez ici, on appelle ça le MSE. MSE, c'est en anglais Mean Square Error, c'est l'erreur quadratique moyenne. C'est dans le fond la moyenne ici, regardez, c'est la moyenne de toutes les données d'entraînement. Et je prends mon YI moins mon F chapeau de XI. Regardez ici, mon YI moins mon F chapeau de XI. Dans le fond, c'est mon erreur que je calcule au carré. Donc ça, c'est ce qu'on appelle mon erreur quadratique moyenne. Le quadratique, sans grande surprise, il vient du carré ici. J'ai un carré ici, c'est mon quadratique ici, qui fait le carré. Bien évidemment, vous allez voir que votre modèle F chapeau, on le bâtit sur des données d'entraînement. Mon F chapeau, je vous le rappelle, F chapeau construit sur TR, les données d'entraînement. Vous allez voir que plus votre modèle est compliqué, plus F chapeau est compliqué, plus en fait vous allez avoir une erreur petite. Puis c'est normal, c'est fait pour. Vous construisez un modèle sur des données, vous calculez l'erreur sur les données. C'est certain que plus c'est complexe le modèle, plus c'est biaisé et on va vous dire que l'erreur est petite. Ce qu'on fait à la place, c'est qu'on ne va pas aller calculer l'erreur ici sur les données d'entraînement, on va les calculer plutôt sur des données de test. TE, ça va être un ensemble de données de test à part. Vraiment un autre jeu de données qu'on a gardé à part, qu'on n'a pas utilisé pour calculer F chapeau. Et c'est sur elle qu'on va aller calculer l'erreur. Regardez ici, MSE, donc l'erreur quadratique moyenne sur TE, ça va être la somme, pareil la moyenne, mais ici sur TE et pas TR. C'est vraiment sur TE ici. Donc mes données ici sur TE, donc je vais calculer toutes mes erreurs sur TE. Donc c'est comme si j'ai un jeu de données d'entraînement. Je vais le dessiner ici. Donc j'ai TR ici, puis j'ai TE ici. Et qu'ici je calcule un F chapeau sur TR. Puis ce que je fais ici, je calcule un MSE. Pardon. Et je calcule un MSE sur mon TE. Donc, je calcule mon F chapeau, ma fonction sur mes données d'entraînement, et je calcule mon erreur sur mes données de test. Voici un exemple ici. Vous avez à gauche des données. Donc, X, Y, les points que vous voyez, c'est les données. La vraie courbe, c'est la noire. Donc, ça, c'est la courbe F qui est inconnue normalement. Ici, pour les buts de l'exercice, bien évidemment, on vous la montre. Ici, en noir, c'est F, la vraie. Et ensuite de ça, vous avez différents modèles. Donc, dans le fond, la courbe rouge, ici à droite, je vais mettre en rouge, ici c'est MSE sur test. Et la grise ici, c'est MSE sur TR, sur le jeu d'entraînement. Est-ce que vous avez les couleurs ici, orange, bleu, vert? Oui, les couleurs ici, orange, bleu, vert, ça correspond à différents niveaux de complexité de modèle. Regardez ici, orange. Orange ici, c'est le modèle le plus simple, c'est linéaire. Donc c'est vraiment le modèle le plus simple. Puis ensuite de ça, plus on augmente, plus c'est compliqué. Le bleu est encore plus compliqué, puis le vert encore plus. Vraiment ici, orange, bleu, vert, c'est vraiment, ça correspond à différents ajustements, flexibilité sur les deux. Regardez ce qu'on voit ici, très important. On va d'abord prendre la courbe ici en gris. Ici en gris, un modèle peu complexe. Ici, j'ai une erreur quadratique quand même haute. Elle diminue.
de plus en plus. Toujours elle diminue quand mon niveau de complexité augmente. Ça, c'est tout à fait normal. On l'a dit tout à l'heure. Plus mon modèle est, mon modèle est complexe, plus il va être capable d'estimer correctement mes données d'entraînement. Puis je vous rappelle ici, on mesure les données d'entraînement. Fait que ça fait du sens. Et on va même arriver à zéro à un moment donné. Ça, c'est le surajustement. Fait que comme je calcule mon F chapeau sur mes données d'entraînement, plus mon modèle est complexe, donc ça c'est vraiment plus mon F chapeau est compliqué, plus mon erreur va être petite. Par contre, sur mon jeu de données de test, regardez, c'est différent. J'ai vraiment cette courbe-là où, dans une première portion, je diminue et ensuite de ça, je vais réaugmenter. Ça, c'est ce qu'on va appeler le compromis biais-variance. Donc, ce qu'on voit, c'est que sur les données de test, ben, ce que j'aurais besoin d'aller chercher, c'est lui ici. Là, vous voyez, c'est lui ici. C'est vraiment une flexibilité moyenne que j'ai besoin d'aller chercher. Ici, flex, on va dire optimal. Parce que ce qu'on veut, c'est que mon F chapeau, même si mon F chapeau il est calculé sur mes données d'entraînement, ben moi je veux quand même l'appliquer sur d'autres données dans le futur pour faire de la prédiction. Donc je vois que le mieux, ça serait lui. Un autre exemple ici, dans le fond où la vraie courbe c'est linéaire. Donc là mes points sont parfaitement en ligne droite. Fait qu'on voit ici que même quand on augmente la complexité du modèle, regardez ici le meilleur modèle, ça reste le linéaire. Et enfin un autre exemple ici encore. Ici le bruit est très faible. Donc dans le fond les ajustements les plus flexibles font le mieux. Quand le bruit est très très faible ici, ben on va les courbes qui vont fitter le mieux, c'est celles qui vont être les plus flexibles. Alors justement, compromis biais-variance. Fait que supposons que nous avons ajusté un modèle, donc on a un F chapeau qu'on est allé estimer sur nos données d'entraînement, toujours F chapeau c'est toujours sur les données d'entraînement, puis qu'on ait une nouvelle observation X0, Y0 qui est une nouvelle observation et je voudrais aller prédire. Moi dans le fond je voudrais aller prédire. Donc, si le vrai modèle, c'est y est égal à f de x plus un certain epsilon, et que mon f de x, c'est la fonction de régression, vous vous rappelez l'erreur quadratique, la fonction de stade de régression, on peut calculer l'erreur quadratique moyenne de la façon suivante. Donc, l'erreur quadratique moyenne, ça c'est très important ici. L'erreur quadratique moyenne ici, donc c'est-à-dire l'erreur que je commets entre mon y0 et mon f chapeau de x0, l'erreur quadratique moyenne, c'est exactement la variance de mon f chapeau de x0 plus mon biais de mon f chapeau plus la variance de epsilon. C'est ça ce qu'on appelle le compromis biais-variance. Ça c'est le bout ici. Ça c'est le bout biais. Ça c'est le bout variance. Puis ça c'est le bout, vous vous rappelez, irréductible. Que je peux rien faire avec. Et en fait, vous allez voir ce qu'on va se rendre compte, c'est que je ne peux pas diminuer en même temps et le biais et la variance, ils ont un lien entre les deux. Donc en fait, l'espérance fait que la moyenne de la variabilité de x0, ben c'est ça, c'est que je vous l'ai dit, c'est le compromis entre les deux. Fait que généralement, en fait, à mesure que la flexibilité de f augmente, chapeau, donc flexibilité, vous vous rappelez, ça veut dire quoi? Ben sa variance augmente et son biais diminue. Donc à mesure qu'on augmente la complexité de f chapeau, ça diminue, mais lui, ça augmente. Et dans le fond, on a l'inverse aussi de l'autre sens. Donc c'est pour ça qu'on doit trouver un compromis biais-variance. Le compromis biais-variance, c'est avoir quelque chose avec une variance assez faible, mais aussi un faible biais. Je ne pourrais pas avoir les deux minimales en même temps, c'est impossible. Donc ça c'est très important et c'est connu comme le compromis biais-variance. Voici des exemples. Ça c'est mon exemple, les trois exemples de tout à l'heure. On va regarder seulement le premier ici, en haut à gauche. Donc vous vous rappelez sur les données de test, j'avais cette courbe-là en fonction de la flexibilité. Donc ça, je vous rappelle, c'était ici MSE sur mes données de test. Ben en fait, ici, ce que je remarque, si je vais calculer le biais et la variance, regardez en bleu ici, ça c'est mon biais. Et en orange, c'est ma variance. Et vous regardez ce que je vous disais là, c'est qu'à mesure que la flexibilité augmente ici, mon biais diminue et ma variance augmente. Mon biais diminue, ma variance augmente. Mais dans le fond, ce qu'on a vu avec la formule compromis biais-variance, c'est que ça, c'est exactement égal à ça, plus une certaine constante. Et on le voit ici apparaître. Vous voyez? Ici, je le vois apparaître. Donc, c'est ça qu'on appelle le compromis biais-variance, c'est que dans mon MSE, moi, je veux le MSE le plus petit possible. L'objectif, c'est ça, c'est le MSE le plus petit possible. Moi, je veux faire une erreur la plus petite possible.
Donc, pour faire une erreur la plus petite possible, ben, je ne peux pas prendre un biais minimum parce que je serai là, et je ne peux pas prendre non plus une variance minimale parce que je serai là. Fait, vous voyez, je suis comme à des opposés. Fait, j'ai pas le choix d'y aller au milieu, en fait, avec le compromis B-variance, et nous, on tomberait exactement ici. Regardez ici, je suis comme à mon minimum, et j'arriverai là. Donc ici, ça, c'est comme mon minimum de mon MSE, ici, et j'obtiendrai une flexibilité autour de 5, par exemple. Donc ça serait donc flex égale à 5. Ça serait optimal pour F chapeau. Et voilà, ici, on voit très bien qu'est-ce qu'on appelle le compromis biais-variance. On va voir un petit peu la même chose qu'on vient de faire, mais pour des problèmes plus de classification. Pour des problèmes de classification, c'était un petit peu différent. C'est que ma variable Y, ma variable réponse, elle est qualitative cette fois. Par exemple, un bel exemple, c'est est-ce qu'un email est un spam, oui ou non? Imaginons que vous voulez développer un algorithme qui classifie automatiquement est-ce qu'un email est un spam, oui ou non. Fait, la fois, notre objectif ici, nous, c'est de construire un classificateur. C'est un petit peu différent d'une fonction de régression. Vous vous rappelez, construire une fonction de régression, c'est un F. Ici, je veux construire un classificateur. Donc, il y a des variables explicatives X, va me classifier en spam ou non. Et je vais être capable aussi d'évaluer à chaque fois l'incertitude, bien évidemment, et comprendre chacun des facteurs. Y a-t-il des facteurs, des variables explicatives qui expliquent au mieux la classification prédite. Alors, voici un exemple ici, comment on pourrait faire. Donc, regardez, si ça, c'est mes X. Donc, ici, j'ai une seule variable X. Et en bleu et en jaune ici, c'est des vraies données. Donc, ici, je donne un exemple. Par exemple, en 3 ici, si je prends cette donnée-là en bleu, mettons cette donnée-là. Ça, c'est que j'ai un X est égal à 3 et Y est égal à spam pour 1. Ici, c'est comme les spams ici. Puis en bas, orange en 0, ça serait les non-spams. Vous comprenez la différence versus tout à l'heure, mon Y était continu. Ici, Y est plus continu, il vaut seulement 2 valeurs. Puis j'ai la même chose ici, j'ai plein de valeurs. Donc vous voyez, ce qui est un petit peu difficile, c'est que j'en ai beaucoup là. J'en ai beaucoup en 1, beaucoup en 0. Alors, comment on pourrait essayer de définir encore une fois un classificateur idéal, comme on a fait tout à l'heure pour trouver une fonction idéale? Alors, supposons que les k éléments de C, donc les k éléments de la classe, ils sont tous numérotés 1, 2 jusqu'à k. Donc nous, dans notre exemple, on en avait seulement 2, vous vous rappelez spam ou pas spam, mais là on le fait en général. D'abord, si on va calculer la probabilité conditionnelle, donc c'est-à-dire qu'on va définir P, alors PK de X, ça c'est la probabilité que mon Y est égal à K, sachant que X est égal à X. Donc vous imaginez, c'est qu'à une certaine valeur de X, je vais aller calculer la probabilité. Quelle est la probabilité que mon email soit un spam ou quelle est la probabilité que mon email ne soit pas un spam? Ces probabilités-là, ce sont des probabilités conditionnelles. Pourquoi conditionnelles? Ici, on le voit bien, j'ai une barre ici. Donc, c'est conditionnel au fait que x est égal à x. Par exemple, mettons un x est égal à 5. C'est l'exemple ici qu'on voit visuel sur le graphique. Un x est égal à 5 ici. Regardez. Vous avez la barre en bleu ici et correspond à la probabilité que ce soit un spam. Donc ici en bleu, P spam. Sachant que x est égal à 5. Ça, mettons, c'est égal à 0,75. Et en orange, que vous voyez ici en orange, c'est pareil. Donc la probabilité non spam, sachant que x est égal à 5, c'est 0,25, mettons. Bon, mais là, si vous avez ça, si vous avez qu'un x égale à 5, la probabilité d'être un spam, c'est 5, c'est 0,75 ou 75%, et non spam, c'est 25%. Ben, la fois, c'est pas compliqué. Et comment vous allez classifier? Ben, vous allez classifier en disant, on appelle ça le classificateur optimal de Bayes. Classificateur optimal de Bayes. Donc, d'abord, on va les classifier de cette façon-là. On va les dire, ma classe, je la mets à J. Donc, J ici, c'est ma classe. Si mon PJ, ben, ça va être mon maximum de toutes mes probabilités. Ici, nous, ça revient à ça. Regardez. Si je reprends mon exemple en haut. Nous, ici, ma classe, en 5, x est égal à 5, ça va être égal à 1. Parce que P1, donc la probabilité de spam, ma P1, c'est le maximum. Entre les deux, j'avais 0,75 et 0,25.
Et ma plus grande, c'était 0,75. Fait que tout simplement, je suis allé prendre ma plus grande pour prédire. D'accord? Et voilà comment ça fonctionne pour le classificateur. Bien évidemment, on peut aussi se poser la question, je vais aller faire la moyenne la plus proche. Fait que quand j'ai pas beaucoup d'observations, ben c'est la même chose qu'auparavant. On peut faire le moyen, je peux aller chercher les voisins les plus proches. Donc, regardez ici, je me place sur un voisinage, puis je vais aller calculer ma proportion en allant chercher toutes les observations qui sont dans ma zone. Et je peux faire exactement la même chose. Comment on va calculer maintenant l'erreur de classification? Parce que là, en régression, c'était facile. On avait un YI, on avait un F de X, F chapeau de XI, fait que je pouvais calculer ma différence, c'était numérique. Ici, c'est pas numérique, je vous rappelle, on parle de données 0, 1, fait que c'est pas numérique, c'est binaire. Fait que généralement, vous allez voir comment on mesure la performance d'un classificateur. Fait que le classificateur, on va le noter C chapeau, donc comme tantôt F chapeau, mais cette fois C chapeau. Et en fait, on va noter le taux d'erreur de classification dans les jeux de données de test de cette façon-là. Donc regardez, l'erreur dans les jeux de données de test, ça va être en fait, ici c'est une fonction indicatrice qui va compter. Ça ici, ça vaut 1 si c'est différent et 0 sinon. Fait que si mon YI est exactement la bonne classe, donc c'est-à-dire j'ai classé mon XI, je l'ai classé dans une certaine classe, mon observation, si je l'ai classé dans la bonne, alors ça vaut ça. Si je ne l'ai pas classé dans la bonne, alors ça vaut 1. Donc d'abord ici, je viens compter mon nombre d'erreurs moyennes. Ici, c'est mon nombre d'erreurs de classification moyenne. C'est vraiment ma proportion du temps des fois où j'ai mal classé mes observations. Et on va avoir plusieurs, pendant la session, plusieurs modèles qui vont être capables de faire de la classification. On va voir par exemple la régression logistique ou encore les SVM. Alors voici un exemple ici de classification en 2D. Avec la méthode des cas plus proches voisins en dimension 2. Donc si on a deux variables, x1 et x2, et dans le fond ici on a une ligne en rose ici qui correspond à une séparation entre les deux. Alors regardez ici, quand je fais la méthode des cas plus proches voisins, pour dire est-ce que je suis dans le groupe 1 ou dans le groupe 2, pardon, je vais vous le retirer ici, fait qu'ici là dans le fond ça correspond au groupe 1, groupe 2. Donc orange, ce serait mettons mon groupe 1 ici, donc classe 1, et violet, ici ce serait mon classe 2. Donc, d'abord, c'est un problème de classification, sauf que j'ai deux variables ici. C'est la petite différence versus tantôt. J'ai deux variables et je classe, dépendamment de mon point, je classe est-ce que je suis dans le 1 ou dans le 2. Donc, on a une méthode qui s'appelle la méthode des cas plus proches voisins qu'on va revoir qui permet de classifier justement. Donc, la méthode des cas plus proches voisins, elle va nous créer une courbe ici en noir que vous voyez. Donc, cette courbe-là en noir, elle va dire tout ce qui est d'un côté, je vais le classer d'une certaine couleur. Vous voyez, continue. Donc, elle va dire tout ce qui est à droite, ça va être classé comme du 1. Et tout ce qui est à gauche de ça, ça va être classé comme du 2. Donc c'est ça que va faire la méthode des cas plus proches voisins. Bien évidemment, elle se trompe par moment. Et quand elle se trompe, ben c'est ça qu'on va calculer l'erreur de classification. Un bel exemple ici, ce point orange-là est clairement pas bien classé. Ce point orange-là est classé comme un 1 par la méthode des cas plus proches voisins avec 10 voisins, alors qu'elle devrait être classée comme du orange parce que sa vraie valeur c'est orange. Voici d'autres exemples ici, avec k est égal à 1 et k est égal à 100. Fait qu'on voit vraiment que la distinction est totalement différente, dépendamment du nombre de voisins. Alors justement, dans un résumé, regardez ici. Ici en bas, on a 1 sur k, donc 1 sur la taille. Juste pour vous montrer dans le graphique avant. Ici, k est égal à 1, k est égal à 100. On voit que k est égal à 1, on est quand même pas pire. On voit quand même qu'on classifie bien. Par contre, on classifie peut-être un peu trop bien. Ici, k est égal à 100. Clairement, à droite, on classifie pas bien du tout. Regardez, ça me fait une grosse ligne noire au milieu. J'ai pas l'impression qu'on classifie très très bien. C'est juste une ligne droite qui passe au centre. Donc 1 sur k ici, si je calcule mon 1 sur k, juste pour vous montrer ici pour l'exemple, donc 1 sur k, ici ça vaudrait 1 sur 1, ici 1 sur k, ça vaudrait 0.01, 1 sur 100. Donc d'abord ce qu'on voit ici, 1 sur k, je vous rappelle, un 0.01 ici, ça correspond à mon k est égal à 100.
Puis ici, 1, ce serait mon K est égal à 1. Si je calcule justement mes erreurs, encore une fois, sur mes jeux de données d'entraînement et de test, ben regardez, on voit toujours la même chose. On voit la même chose qu'on devinait tout à l'heure. En bleu, mes jeux de données d'entraînement. Et vous voyez ici, mes jeux de données d'entraînement, ça descend. Puis c'est ce qu'on s'attend. Vous vous rappelez, plus mon modèle est complexe, plus il est flexible, plus il fit avec les données, plus mon jeu de données, plus mes erreurs sur l'entraînement est faible. Puis on le voyait avec K est égal à 1. Regardez ici, K est égal à 1. J'ai l'impression que je fais aucune erreur quasiment. On voit que tout est très bien classifié. Et ensuite de ça, ici, c'est sur les jeux de données de test. Fait que regardez, si test, je retrouve ma courbe que je m'attendais, qui correspond à un compromis biais variance ci. Et je me dis donc que je devrais avoir un compromis à peu près par là. Donc, je devrais aller chercher une valeur de K à peu près par ici pour un certain compromis biais variance. Fait que voilà pour cette vidéo sur les fondements de l'apprentissage automatique.